Bonjour, mesdames et messieurs, et surtout merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes bel et bien au rendez-vous de la Retro, ce rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de revenir sur l'actualité de la semaine. Ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de la suivre, c'est l'occasion pour vous de vous rattraper. Et pendant les 52 prochaines minutes, eh bien, nous serons en compagnie du maître Joseph Claude Biliga. Il est avocat au barreau du Cameroun. Il est conseiller municipal dans la commune de Ndom, c'est dans la Sanaga-Maritime. Il est également membre du comité BIP pour le littoral. Maître, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Oh, merci de m'avoir invité. Bonne année. Bonne année. Ah, merci d'être venu, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme il est de tradition justement dans ce programme, nous l'entamons par des fêtes de société. Nous allons nous rendre dans la ville de Bafoussam justement pour rencontrer ce septuagénaire et son épouse qui sont aux abois depuis 2014. Samuel Moifo et sa deuxième femme parcourent les tribunaux à l'effet de récupérer leurs biens qui ont été dilapidés par les enfants du premier lit. Ils ont eu gain de cause dans les tribunaux. Seulement, les acheteurs refusent de rendre le bien vendu. Reportage de Julio Trésor Tanon. C'est une histoire difficile à comprendre. Monsieur Moifo Samuel, ex-manutentionnaire au port autonome de Douala, crie à l'injustice au quartier Bamending à Bafoussam. En compagnie de sa deuxième femme, il cherche solution suite à leur expulsion de son domicile vendu par ses propres enfants et issus du premier lit. Depuis 2014, le portail de sa propre maison lui est fermé. Je l'ai épousée depuis 1992, nous sommes ensemble. Je suis venu, j'ai trouvé sa première femme et ses enfants. Bon, on était là, finalement, eux, ils n'aimaient jamais me voir. Quand leur maman a été décédée, ils sont partis, ils ont saisi le tribunal, ils ont fait un faux jugement d'hérédité. Quand ils ont fait un faux jugement d'hérédité, en disant que leur père était décédé, le père a su, il a attaqué. Selon le couple, les deux enfants, à savoir un garçon et une fille, aujourd'hui tous mariés, ont aussi vendu 2 maisons à l'arrière de la principale, toujours construite par M. Samuel, à en croire aux déclarations. Je vais vous dire que voici la deuxième maison que moi-même j'ai construite de mes mains. Oui. Et que les enfants, les deux enfants là, comme Mwembe Faustin et sa grande sœur Mandia Henriette, ont vendu. Pendant notre descente, ce monsieur est pointé du doigt par M. Moifo Samuel comme étant l'acheteur de la 3e maison. Celui-ci dit ne pas le connaître. Son domicile a été légalement obtenu. J'ai acheté. Excusez-moi, je suis contre mon temps. Okay. Donc vous ne le connaissez même pas? Je ne le connais pas. Les enfants accusés sont introuvables. Le père dit avoir perdu leurs traces. Malheureusement pour nous, aucun contact de téléphone pour les joindre pour en savoir un peu plus. Ils auraient aussi vendu un terrain appartenant à leur père. Bon, tout ce que j'avais réservé pour ma retraite, les deux enfants là ont tout vendu. Même un champ de 7 hectares et demi. Concernant les maisons, les documents de justice donnent pourtant raison à M. Moifo. Mais l'exécution traîne et personne ne semble plus vouloir l'écouter. Je demande, on me dit que les acheteurs me disent que comme j'ai gagné à la Cour suprême, que la Cour suprême vienne à Bafoussam me faire rentrer chez moi. C'est leur dont ils me blessent avec toutes ces paroles. Depuis l'expulsion, sa deuxième femme et ses 3 enfants vivent chacun de son côté. Et M. Moifo Samuel est hébergé par une connaissance. Mais pour combien de temps encore? Maître Claude Biliga, c'est un cas pratique qu'on pourrait soumettre aux étudiants de la faculté de droit. Les acquéreurs de la chose vendue ne veulent pas rendre le bien et les enfants qui ont vendu le bien ou les biens ne sont pas trouvables. Est-ce qu'il y a des scénarios possibles pour que M. Moifo rentre en possession de ce qui lui est dû de façon légale? En principe, oui. S'il dit qu'il a une décision de justice, naturellement, dans l'exécution des décisions de justice, on pourra récupérer ses biens. Mais je dis, il faut être très prudent lorsque vous recevez, vous entendez une seule son de cloche. Un seul son de cloche, lorsque vous n'avez pas dû la décision. Parce que tel qu'il dit les faits, j'avoue que je suis un peu surpris que quelqu'un ait tant de biens et qu'il n'ait découvert qu'après qu'on ait vendu ses biens par ses enfants. Moi, je pense que lorsqu'on a autant de biens,
nécessairement, on doit les suivre, puisque même si la Douala vient régulièrement à Bafoussam. Donc, tel que c'est présenté, est-ce faire preuve de naïveté, est-ce faire preuve de négligence? Je ne sais pas. Mais ce que je voudrais retenir, c'est que si une décision a été rendue, il faudrait savoir si c'est une décision définitive. Oui. Quelles sont les personnes qui étaient appelées à comparaître, puisqu'il dit qu'il ne voit pas ses enfants? Il ne peut pas venir demander qu'on sorte de la maison alors que les personnes peut-être qui sont là évoquent un titre de propriété. Est-ce que le terrain est titré? C'est autant de questions qui nécessitent des réponses avant de donner une position bien précise. Parce que si la vente a eu lieu sur un terrain non titré, naturellement, la vente est nulle, de manière automatique. Elle est nulle. Le juge, sans doute, a pu prononcer la nullité de la vente et, sans doute, l'expulsion. Si tel est le cas, il n'a pas besoin, lui, d'avoir la force publique, d'avoir la force physique. Il va voir un huissier de justice qui est chargé de l'exécution de la décision. L'huissier de justice va voir sur le terrain. S'il y a une difficulté, s'il rencontre une difficulté, l'huissier de justice, il s'en réfère au procureur général, et aux forces de l'ordre qui lui permettront de mettre à exécution une décision de justice. Parce que dans la grosse qu'on vous donne, il y a une formule, la formule exécutoire, qui donne ordre aux forces de l'ordre, aux forces de pouvoir prêter main forte à l'exécution de la décision. Donc, c'est pour cette raison que je suis un peu, je ne voudrais pas m'engager à fond tant que je n'ai pas vu la décision. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il est parti voir les gens qui sont sur le terrain et ils lui ont dit, non, ça n'a pas de sens. Si cette décision était vraiment une décision, et s'il a un avocat, l'avocat sait bien qu'il sait comment faire pour pouvoir faire sortir ces gens du terrain. Alors, les enfants qui ont vendu la maison, qu'est-ce qu'ils encourent comme sanction sur le plan pénal? On ne peut vendre que ce qu'on a. On ne peut vendre que ce qu'on a, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut noter également qu'il y a une disposition sur la matière qui voudrait qu'il y ait ce qu'on appelle des immunités. Oui. Et il n'y a pas de vol entre parents, entre père et fils, par exemple. Il n'y a pas de vol, donc il y a une immunité. Par contre, on peut trouver d'autres infractions, parce qu'en fait, le parent étant encore vivant. Par contre, c'est comme on peut trouver, par exemple, le fait qu'ils ont fait faux usage de faux. D'accord. S'ils ont fait faux usage de faux. En déclarant qu'il est mort, par exemple. Par exemple, en déclarant qu'il est mort, en faisant un faux jugement d'hérédité, en se prévalant de titres de propriétaire de terrain alors qu'ils ne sont pas. Sur cette base, là, on peut le poursuivre. D'accord. Mais on ne peut pas le poursuivre dans le cas de vol, puis j'ai même pas vol la réalité. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons évoluer dans cette émission en évoquant la sempiternelle crise anglophone. Le colonel Émile Abimbozo échappe aux sécessionnistes annoncés pour mort sur les réseaux sociaux. Le médecin-chef de l'hôpital militaire de Douala a échappé à une embuscade malgré ses blessures. L'ambulance dans laquelle se trouvait le directeur de l'hôpital militaire de Douala a été attaquée en cours de route par des assaillants alors que le colonel et son équipe sortaient porter secours aux forces de défense camerounaises dans un affrontement, c'est à Kumba, près de Kwakwa. Maître Claude Biliga, on va dire que les assaillants ont nargué ce qu'on appelle les conventions sur la guerre et le droit international en criblant de balles l'ambulance qui transportait les forces de l'ordre. Sauf qu'il faut comprendre que ces personnes, est-ce qu'elles connaissent ces conventions? Généralement, les conventions sont... On est censé ignorer la loi. Oui, mais ce sont parfois des personnes qu'on ramasse, qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais été à l'école de guerre, qui ne sont au courant de rien. Pour eux, c'est une voiture, peut-être qu'ils ont vu les militaires à l'intérieur, sans savoir que c'est une ambulance, que les ambulances sont protégées, même dans le droit humanitaire international, dans le droit de la guerre. Mais pour eux, ils se sont dit, voilà un ennemi, ils ont tiré dessus. Mais c'est pas un contexte de guerre, ce qui se déroule dans la zone anglophone. Je dis c'est un contexte de guerre. Justement. La seule chose, c'est que nous avons en face, d'un côté une armée régulière, qui a été formé et qui a été formé non seulement au maniement des armes, mais également à la maîtrise du droit international humanitaire, qui sait que lorsque, par exemple, on tire sur un ennemi, qu'il est blessé, on ne va pas l'achever, que cet ennemi a droit au traitement humain, etc. Le rebelle ou le terroriste n'a pas, en principe,
la même formation. Parce que je dis en principe, parce qu'il peut arriver que parmi les forces terroristes, qu'il y ait des personnes qui étaient hier dans la force régulière. On l'a appris, je l'ai suivi d'ailleurs d'un militaire camerounais qui le disait, d'un haut militaire d'ailleurs, qu'il y a eu des personnes qui sont parties de l'armée régulière pour se retrouver de l'autre côté. Ces personnes-là sont censées connaître la loi. Mais dans le contexte, elles peuvent ignorer la loi volontairement pour faire mal. Vous comprenez? Donc, devant un tribunal militaire, est-ce qu'ils peuvent se prévaloir de ce qu'ils ne maîtrisent pas? Mais nul ne peut se prévaloir. Justement. Nul, pas du tout. C'est-à-dire, on ne peut pas les disculper, on ne peut pas les dédouaner pour cet acte-là. C'est un acte horrible. C'est-à-dire que je veux dire que lorsqu'on va dans la guerre, il faut savoir que même à la guerre, il y a des conventions, il y a des règles. Les instruments juridiques internationaux en matière de droit international humanitaire précisent très bien que les conditions dans lesquelles on doit faire une guerre. Vous savez par exemple que lorsque les gens sont en guerre et que l'une des personnes sort avec un mouchoir blanc, vous voyez bien qu'on ne tire plus sur elle, sur cette personne. Pour ceux qui maîtrisent cette règle. Pour ceux qui maîtrisent cette règle. Lorsque les ambulances passent, la Croix-Rouge passe, on ne tire pas sur la Croix-Rouge. Mais vous savez qu'il y a eu ce qu'on appelle des bavures, même dans, il y en a d'ailleurs tous les jours, dans les conflits internationaux, là où il y a l'Amérique et autres, on tire parfois sur les hôpitaux, on a dû tirer parfois sur les écoles. Ça arrive, on appelle ça des victimes collatérales. Il peut arriver qu'il y ait des victimes collatérales sans qu'il y ait à la base une volonté manifeste de faire du mal, c'est-à-dire de violer la loi de la guerre. Au regard justement de la montée de la violence dans cette zone anglophone, il y a quelques jours, c'était des explosions des bombes artisanales au food market à Bamenda. 24 heures plus tard, c'est des hommes non identifiés qui atterrissent sur des motos et tirent en l'air, menaçant ceux qui ne respectent pas le mot d'ordre de grève, le ghost town. Du côté du sud-ouest Cameroun, ça s'embrase. Pensez-vous qu'il y ait encore d'issue pour le dialogue qu'on brandit tant? Il doit y avoir une issue, impérativement. Sinon, on va arriver à quoi? Il faudrait bien qu'il y ait une issue. Cette issue peut être une issue, comment je peux dire ça? La victoire d'un groupe sur un autre. Si l'État, par exemple, gagne la guerre contre ces terroristes, il y aura une issue. C'est-à-dire qu'on pourra les éradiquer, comme on entend le faire pratiquement avec Boko Haram. Ça, la violence appelle la violence. Alors, pas de l'autre côté également, mais il y a une autre issue que tout le monde souhaite de tous les vœux, c'est une issue pacifique. C'est-à-dire que soit nos frères du Nord ou du Sud comprennent qu'ils ne gagneront rien dans la guerre, ceux qui prennent les armes contre la République, soit qu'il y ait une discussion. Au moment où les leaders sont arrêtés du côté. Mais il n'y a pas que des leaders, il n'y a pas que ça. Avec qui va-t-on discuter? Même lorsqu'on est en prison, on discute. Nelson Mandela était en prison, il a obtenu l'indépendance de son pays pendant qu'il était en prison. Donc, au regard de la montée de cette violence, il faut toujours savoir que le dialogue a toujours eu à exister, même en pleine guerre. Les Palestiniens et les Israéliens continuent à faire le dialogue. Les Israéliens... FARC en Colombie, par exemple. L'ont fait, mais plus proche de nous. Nous avons le Congo, Brazzaville, avec le pasteur Ntoumi, dans la région du pôle. Tout le monde sait bien qu'il y a quelques années, il y a quelques mois, c'était la guerre véritable là-bas, avec des chars et des hélicoptères. Et malheureusement, heureusement, ils se sont entendus, ils ont signé une convention. Donc je veux dire que je ne désespère pas que même du côté du nord ou du sud-ouest, malgré le fait qu'il y a des sécessionnistes, parce que tous ne sont pas sécessionnistes. Il y a ceux qui sont les unionistes, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'ils doivent rester dans la République. Il y a ceux qui pensent qu'il faut faire plutôt le fédéralisme. Et il y a ceux qui pensent que ces deux étapes sont franchies, il faut aller à la sécession. Est-ce que ce n'est pas peine perdue pour les sécessionnistes dans la mesure où il faut contraindre ces populations à rallier leur philosophie? Parce que s'il faut venir brutaliser les populations dans la zone du nord-ouest, par exemple, on va penser que cette politique brandie par les sécessionnistes ne fera pas long feu, c'est-à-dire la partition du pays. Je ne prends la même analyse que vous. Je prends la même analyse que vous par rapport à cela. Personne ne peut dire avec certitude aujourd'hui quel est le degré d'implication, bien de ralliement des populations vis-à-vis des sécessionnistes. L'image que tout le monde a vue, que nous tous l'avons vue, c'est celle du 1er octobre, où on a quand même vu une population avec des arbres de la paix marcher, chanter, monter les drapeaux. C'est des images qu'on ne peut pas effacer de la tête des C'était les drapeaux du vert ou jaune? Non,
je dis des drapeaux. Non, ce que je veux dire, ceci. Je sens ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Il ne faut pas penser forcément que ce n'est pas contrainte que les gens du sud-nord ou du sud-ouest s'allient. Ça peut être une contrainte. Vous le savez, quand on est dans une zone de guerre, il y a toujours, les populations sont entre le menton et l'enclume. S'il n'y avait pas de contrainte, il n'y aurait pas eu des messages de menaces, par exemple. S'ils ne font pas. Mais de l'autre côté, quand vous dites des contraintes, moi je vais vous dire la même chose. Parfois, les gars, on a vu les menaces du préfet, du sous-préfet qui disait que ceux qui n'ouvrent pas la boutique, on va arracher sa boutique. C'est une contrainte aussi. Vous comprenez? Donc, les commerçants sont entre deux feux, entre deux menaces. Les menaces des forces gouvernementales qui sont dans leurs droits pour faire marcher le pays. Il faut bien qu'il n'y ait pas de grève, etc. C'est ce qu'on appelle parfois même la violence légitime. Le gouvernement a le droit de l'utiliser, la force physique, la force légale. De l'autre côté, il y a ceux qui pensent que si on laissait les populations de leur premier gré suivre ou pas, peut-être qu'elles suivraient. Mais comme de l'autre côté, on les oblige à ne pas suivre, eux aussi utilisent peut-être leurs moyens en leur disant si vous ne suivez pas. Vous comprenez un peu? Donc je veux dire que ce qui est important de dire dans ce genre de choses, c'est de dire qu'on peut s'asseoir sur une même table et discuter. Je ne parle pas de négocier, de discuter des problèmes du pays. Et je pense que nous sommes sur une bonne voie aujourd'hui parce que le président de la République, dans son discours, vous l'avez bien suivi, a dit qu'il mettra en place, il va accélérer la mise en place de la décentralisation. Une simple... Ça fait espérer, par exemple, l'organisation des élections régionales au Cameroun. Par exemple, mais moi ma seule inquiétude, elle est toute petite, enfin, pas petite, c'est que j'ai suivi le discours sur votre chaîne, le commentaire du discours fait par le président de la République. Et il y avait une sorte de petite divergence entre les ministres qui intervenaient pour le compte du gouvernement. Il y a un qui a semblé dire que lorsqu'on va mettre en place les conseils régionaux, le gouverneur n'aura plus de gouverneur. Il a été repris tout de suite par le ministre délégué à l'administration du territoire chargé des décentralisés, qui disait que non, comme autant il y a à côté des maires, des préfets qui jouent le rôle de tutelle, de la même manière il y aura le gouverneur qui seront nommés à côté des présidents de conseils régionaux qui sont élus, qui joueront un peu le même rôle de tutelle. La deuxième chose que le ministre a dit, M. Ndongo, c'est qu'il semblait dire qu'il y a beaucoup de choses à faire pour mettre en place cette décentralisation, qu'il y avait beaucoup de tests à prendre, etc. Ça dure quand même depuis le 18 janvier 1996. Ça fait 22 ans. Moi, ça m'a refroidi un peu. Autant, parce qu'il y a certains qui lui disaient, mais non, vous pouvez même essayer pour sauver la paix, pour essayer d'aller un peu plus vite, même si on peut même faire un peu de entorse au droit, mais l'essentiel étant que la paix soit sauvegardée. Il disait non, il faut un plan d'urgence encore. Voilà, c'était un peu ça. D'accord. Voilà. Ok, nous allons revenir à M. Abeng, le colonel directeur de l'hôpital militaire de Douala, pour essayer de relativiser et peut-être pour rasséréner. Il a dit il n'y a rien d'aussi exaltant pour un militaire qui traverse des moments comme ceux que j'ai traversés, par exemple. C'est pour dire que les belles médailles d'un militaire, c'est en guerre, Maître Biliga? Chaque métier a ses joies et ses peines, a ses moments d'exaltation, ses moments de peur, etc. Lorsqu'un militaire s'engage, il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il peut mourir. Lorsqu'il va au front, il sait que même s'il tue, lui également peut mourir. Et moi, je pense que c'est bien qu'un militaire le sache et qu'un haut militaire de son genre, de son grade, puisse le dire. Pour dire, c'est un sacrifice qu'il fait pour sa nation en acceptant d'être militaire. C'est pas seulement les ors, c'est pas seulement les honneurs qu'on le couvre. Il faut également qu'il sache que... Ce sacrifice suprême pour l'État. Il peut sacrifier celui, ce sacrifice suprême. Alors, nous allons rester dans le jargon militaire. Des adieux au commissaire de police principal Gérard Adim. Séparation difficile pour les siens après 15 ans de service. Il était jusqu'au 6 janvier dernier commandant du groupement mobile d'intervention numéro 2 dans la région du littoral. Vanessa Kamdem a suivi la levée de corps et les honneurs militaires. Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes. Le commissaire de police principal, Gérard Adim, est en route pour la terre des ancêtres. Un ultime voyage avec pour point de départ la morgue de l'hôpital de la garnison militaire de Douala. Les parents, les hommes politiques, les autorités de la ville sont présents pour rendre un ultime hommage
à l'homme qui pendant plus de 15 années de sa vie a servi avec loyauté la nation camerounaise. La séparation est très difficile pour les membres de la famille. La prédication et les paroles réconfortantes du curé ne suffisent pas à effacer le chagrin. Puis, la dépouille de l'homme qui était jusqu'au 6 janvier 2018 commandant du groupement mobile d'intervention numéro 2 du littoral est conduite vers l'esplanade de la communauté urbaine. Là-bas, les honneurs militaires lui sont rendus. Une cérémonie présidée par le commissaire divisionnaire Raymond Essogo, représentant du délégué général à la Sûreté nationale. La douleur de cette disparition est également perceptible chez les épouses des policiers. Après les honneurs militaires, le cortège funèbre s'est rendu au domicile du défunt. Elle quittera la ville de Douala le 25 janvier pour celle de Liagua dans l'extrême nord, où elle sera inhumée. Alors, que l'on soit proche du commandant Gérard Aldim ou pas, tous les commentaires vont dans le même sens. C'était un homme bon. Vous avez entendu parler de lui? Oui, oui. Et même pour ceux qui n'avaient pas entendu parler de lui, lorsqu'on voit avec quelle ferveur toute la population est venue lui rendre hommage, je pense que c'est quelque chose de merveilleux. Ça nous donne une leçon de vie, c'est-à-dire qu'en fait, essayons toujours de poser des actes positifs pour que quand nous ne serons pas là, qu'on se souvienne de nous. Vous voyez, notre frère vient de l'extrême nord, de Yagua. Mais on dirait que c'est quelqu'un d'ici, c'est-à-dire quelqu'un du sud, quelqu'un du grand sud, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a retrouvé parmi tout ce monde, et les hauts gradés de la police, et les policiers, et leurs civils, et les civils, et tout le monde pour dire c'était un bon monsieur. C'était une bonne personne, et je pense que nous devons tous prendre graine auprès de ce monsieur et se dire, est-ce que demain nous pourrons également être dans les exercices de notre fonction? Parce que c'est dans ce cadre que beaucoup de gens l'ont connu, nous pouvons poser des actes positifs. De telle sorte que si demain nous ne sommes pas là, qu'on retienne de nous. Personne n'est pas nul, n'est parfait. Les belles actions ne meurent jamais. On peut vous inhumer, mais les belles actions qui ne mourront jamais. Une autre personne, je parle même de personnalité à qui on a rendu un vibrant hommage cette semaine, c'était également l'honorable Françoise Fonning qui nous a quittés le 23 janvier 2015. Première femme noire, présidente de l'ONG des femmes chefs d'entreprise du monde. Elle est partie à la suite d'un accident de la circulation. 3 ans après, son absence reste très douloureuse pour ceux qui l'ont aimée et connue. Yvonne Katiken et Roméo Nanko reviennent sur ces cérémonies d'hommage dans les différents domiciles. Le bilan que je présente, ce n'est pas un bilan fantaisiste ou un bilan trompeur. Nous avons réalisé notre bijou de l'hôtel de ville. Nous sommes au 4e étage en ce moment. Une voix et un visage inoubliable, disparu brutalement le 23 janvier 2015, chaque Camerounais a versé une larme dès l'annonce officielle du décès de Françoise Fonning. 3 années ont passé, mais la douleur est toujours perceptible chez ses proches. Bertrand Tanqueux, un de ses bras droits, verse encore une larme lorsqu'il nous aperçoit à sa porte. La douleur est toujours vive et même le rasoir a été oublié ce matin. Demain, je vais me raser. Tout ça en mémoire de ma maman qui nous a quittés il y a 3 ans. À cette période, chaque année, depuis qu'elle est partie, j'ai toujours des remords parce que je l'ai vécu jusqu'à ces dernières minutes. Le 23 janvier reste une journée douloureuse pour ceux qui l'ont approchée, comme Geneviève, sa jeune sœur, qui revit l'annonce dans ses pensées. C'est un mauvais jour pour nous. C'est comme si notre mère venait de mourir. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est à l'aise. À son domicile à Bépanda, la vendeuse d'oranges a conservé son étal, même si elle avoue n'avoir jamais rien compris à cette disparition tragique. On va la pleurer 100 ans. Moi, je pleure nuit et jour. Maman, qu'elle revienne. Parce que quand elle était là, moi-même, je souriais. J'étais fière. Je mangeais comme je voulais. À la mairie de Douala 5e, aucun signe
qui rappelle l'ancienne patronne des lieux, la défunte mère charismatique. Seul ce pain que le jeune William a choisi d'arborer ce matin en signe de deuil. Aujourd'hui est un jour anniversaire. Nous sommes dit pour commémorer cela, il fallait que nous soyons quand même en tenue. Du moment où la maman était quelqu'un d'assez grand, il fallait que nous puissions, n'est-ce pas, lui accorder, n'est-ce pas, cet instant-là, ne serait-ce qu'un recueillement. Parviendra-t-on finalement à tirer un trait sur la mère nationale? Difficile de trouver une réponse à cette question, tant ses œuvres parlent d'elle-même. Ses nombreuses actions témoigneront encore pour longtemps de son existence sur la terre. L'engouement à ses obsèques reste le souvenir inoubliable de la femme populaire qu'a été Françoise Phoning. On en parle, on en a parlé et on en parlera encore et toujours. Alors, en suivant le reportage de Cathy Ken, on a un peu surpris, moi particulièrement. Pas de trace de l'honorable Françoise Phoning dans cette mairie qu'elle a bâtie à travers les partenariats signés avec les Italiens, beaucoup d'autres mairies à travers le monde. C'est un jour anniversaire de ses obsèques. Elle reste une mascotte inoubliable au sein de votre parti, le RDPC, il faut le dire. Oui, mais moi je pense que c'est pas dans ce qu'on parle de pas de traces, ça veut dire quoi? Peut-être une photo. Vous savez, généralement, on fait le deuil dans toutes les sociétés. C'est-à-dire, il y a une période au cours de laquelle on pleure, on fait une sorte de sanctuaire dans un endroit précis de la maison ou des bureaux. Mais après, il faut bien que la vie continue. Moi, je pense que peut-être qu'il est trop tôt de dire qu'on ne pense pas à elle, parce que la mairie n'a pas encore intégré ses locaux. La mairie a conçu ses locaux, je pense qu'il y aura des salles. On pourra donc mettre à l'image de ce qu'on a à Douala Premier. Il y avait la salle Rodolphe, l'ancien maire, Rodolphe Tokoto, par exemple, il y a une salle Rodolphe Tokoto. On peut bien imaginer que dans la mairie qui est en train d'être construite, qui est en voie d'achèvement, qu'on peut voir des salles qu'on appelle salles de Madame Phoning. C'est comme ça qu'on va se souvenir d'elle. Or, là où ils sont aujourd'hui, c'est un endroit où ils sont des locataires. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est peut-être mettre sa photo, mais sa photo ne peut pas être là éternellement. À un moment donné, il faut bien faire le deuil. Par contre, en sa mémoire, on peut lui donner, on peut donner à une salle le nom de Madame Phoning. Vous êtes conseiller municipal dans la mairie d'Undom, je le rappelle, dans la Sanaga-Maritime. Vous êtes militant du RDPC. Madame Phoning, vous en auriez encore besoin pour des années à venir? Oui, bien sûr. Pour son charisme? Oui, bien sûr, surtout pour son engagement. Je me souviens toujours lorsqu'il y a eu le vent de l'Est, lorsqu'il y a eu des doutes parmi les militants du RDPC. Je n'en faisais pas encore partie, pour que vous puissiez savoir. Et cette dame a été celle-là qui est allée au-devant, malgré le risque qu'elle encourait de voir ses biens parmi lesquels l'entreprise en flot être détruit, c'est bien être détruit, elle a quand même pris le risque de continuer à soutenir contre vents et marées le président de la République et son parti. Je pense que des personnes pareilles sont rares, parce que très facilement, il y a très vite que les personnes changent de veste. Je vous assure que si demain il y a changement dans notre pays, vous verrez des personnes des personnalités qui hier ne juraient que par le président de la République, vous les verrez en train de changer de veste. Il y a même un gouverneur qui a dû changer de parti, qui a même dû démissionner parce qu'il espérait que le changement devait arriver à la tête de l'État. On n'en fait pas de commentaires. Madame Phoning, elle a inspiré les artistes, les comédiens par cette tournure, ces expressions de langue française. On ne peut pas l'oublier de sitôt. Elle a d'ailleurs dit que en tant que membre, en tant que présidente de l'ONG des femmes chefs d'entreprise du monde, la race noire attendra encore au moins 100 ans pour avoir une femme à la tête de cette institution. C'est vrai, elle ne reculait devant rien, pas forcément bardée de diplômes, mais elle arrivait quand même à prendre toujours le devant partout où elle se trouvait. Tout à l'heure, on parlait du commissaire en disant que voilà quelqu'un qui a fait bien son travail. Vous savez, il y a Martin Luther King, le pasteur noir américain, qui disait que si vous êtes balayeur, il faut balayer de telle sorte que lorsque vous ne serez pas là, qu'on dise que dans ce pays, dans cette maison, il y a eu un balayeur, une personne qui savait faire son travail. Phoning parle pratiquement de rien, tout le monde sait, une simple secrétaire d'Artilo, qui se retrouve, qui joue même dans les cabarets, on l'appelait Dalida, et qui, d'une manière, par la force du travail,
arrive au niveau où elle est arrivée, je pense qu'il faut lui donner un coup de chapeau. Je pense que c'est des personnes comme ça qu'il faut... Son engagement devrait également faire tache d'huile. Oui, oui, son engagement. Je veux dire, moi c'est pas tellement l'engagement au niveau du parti, mais l'engagement en tant que femme. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'elle est partie, elle est devenue femme d'affaires, elle est devenue femme présidente mondiale. Qui aurait pu penser, qui pourrait pu imaginer que cette femme qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas un grand bagage intellectuel, a pu commander des personnes qui ont fait des écoles de commerce, des écoles supérieures de commerce. Elle avait certainement l'école de la vie qui joue en sa faveur. Vous avez entendu parler du scandale autour du lait Lactalis, on en reparle. Dans les rayons, dans la ville de Douala, dans les rayons de la ville de Douala, nos reporters ont sillonné les boutiques précisément au grand marché Mbopi, qui est l'un des grands de l'Afrique centrale. On a bel et bien retrouvé des marques Lactalis, notamment le lait Célia. Et dans le prochain reportage qui va suivre, eh bien, nous irons à la rencontre d'un nutritionniste pour rencontrer. Avec lui, on va justement aborder la question des alternatives au lait importé. Est-ce que localement, il y a des produits qui peuvent permettre aux mamans d'alimenter leurs enfants pour qu'ils puissent grandir sainement? C'est du reportage. Le lait interdit de vente en Europe et dans plusieurs pays africains est commercialisé au marché Mbopi de Douala, un pôle de ravitaillement de toute l'Afrique centrale. Le produit Célia, fabriqué en mars 2017 par la société française Lactalis, est exposé sur les présentoirs alors qu'il est probablement contaminé à la salmonelle. Un commerçant interrogé déclare hors caméra n'être au courant d'aucune mesure restrictive et par conséquent continue à vendre le lait pour nourrissons encore disponible en grande quantité dans son magasin. À la délégation régionale du commerce pour le littoral, on rassure pourtant que tous les laits et les céréales fabriqués par Lactalis ont été retirés du marché, tel qu'instruit par le ministre. Le ministère du Commerce nous a donné des instructions fermes pour que, au niveau de la région du littoral, que tout ce lait soit retiré des circuits commerciaux. Et c'est ce que nous avons fait. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'il n'y a plus présence de ce lait dans nos rayons. La salmonellose, maladie infectieuse, est l'une des principales causes d'intoxication alimentaire. Conscients du danger qu'elle représente pour les nourrissons, certaines pharmacies de Douala ont cessé de commercialiser le lait Célia. Son présentoir sert d'ailleurs pour d'autres marques. Depuis que le scandale a éclaté, par précaution dès le départ, on a retiré tous les produits Lactalis, tous les produits Célia, la marque Célia. Il y a certains médecins qui n'étaient pas au courant qu'il y avait un scandale à ce sujet. On a informé les médecins et on a informé les patients, les parents qui venaient chercher le lait pour leur bébé. Une correspondance de l'entreprise Lactalis International demande de stocker dans les entrepôts jusqu'à nouvel ordre les boîtes de lait arrivées au Cameroun depuis 2016. Une correspondance peu considérée au regard de ce qui se passe au marché Mbopi de Douala. Pour pallier les effets indésirables du lait artificiel, l'OMS recommande le lait maternel durant les 24 premiers mois après la naissance, car 80% du cerveau d'un être humain se constitue pendant les 1000 premiers jours avec un apport indéniable du lait maternel. En cas d'indisponibilité de la mère, il existe des méthodes d'extraction et de conservation du lait maternel. Il est possible d'élever un enfant sans avoir forcément besoin d'utiliser le lait de substitution. Le lait maternel peut être extirpé, on peut tirer le lait maternel, il y a des tire-laits qui existent, on peut tirer le lait maternel, on peut conserver dans les biberons, au réfrigérateur pendant 24 heures. Donc, si ma maman sait qu'elle ne sera pas là pendant la journée pour des raisons professionnelles, elle va tirer son lait, maintenir dans un biberon, maintenir au réfrigérateur et on va réchauffer avec le chauffe-biberon ce lait et donner à l'enfant pendant la période d'absence de la maman. À 6 mois, âge d'alimentation mixte, les denrées localement disponibles peuvent contribuer à préparer des repas spéciaux pour bébés, tels des bouillies, entre autres. La bouillie peut être faite à base de maïs, à base de riz, à base de sorgho, d'abord les céréales d'abord. Donc il faut qu'il y ait une source de maïs, donc ça c'est une source d'énergie céréale. Maintenant, la source de protéines, on peut utiliser les arachides, on peut utiliser le soja, on peut utiliser le lait,
Par exemple, ça sont des sources de protéines. Et enfin, maintenant, on va donner à l'enfant des fruits. Ça peut être un jus d'orange, ça peut être la papaye, ça peut être un fruit, la banane ou un autre fruit. Des produits bon marché, localement disponibles, dont une saine préparation protège le bébé et lui garantit une croissance en bonne santé. Alors, on a enregistré beaucoup de réactions à la suite de la diffusion de ce reportage. Des femmes qui estiment que c'est parfois les hommes qui ne les encouragent pas. Vous êtes un homme sur le plateau, qui ne les encouragent pas à allaiter suffisamment leur enfant au lait maternel pour des soucis d'esthétique. Des femmes qui travaillent, qui partent, rentrent 2-3 jours. Le lait ne pourrait pas rester assez longtemps dans un frigidaire. Quelles peuvent être des solutions pour que finalement on puisse avoir des enfants qui allaitent, qui se nourrissent au lait maternel pendant au moins 24 mois? Ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, il faut au moins 6 mois. Il faut 6 mois pour que exclusivement pour que l'enfant commence à prendre un repas mixte. Pendant les 6 mois, je pense que la mère, en tenant compte d'une part du fait qu'elle a un congé de maternité, de 3 mois, certes qui commence avant l'accouchement, mais qui se prolonge quand même après l'accouchement, et que de 2, elle a des heures de tétée qui sont prévues par la loi, et que de 3, il peut arriver dans certaines structures, peut-être au Cameroun, ce n'est pas encore bien précisé, il y a des endroits qui sont prévus pour les mamans qui maternent. C'est-à-dire que ces femmes-là, lorsqu'elles ont un espace où on peut leur amener leur enfant, où elles peuvent le faire même pendant les heures de travail, où elles peuvent le faire avant que l'enfant ne parte. Je sais que c'est lourd, mais tout à l'heure également, il y a eu d'autres propositions qui ont été faites, de faire par exemple que les mamans peuvent, pendant la nuit, extraire du lait. Il y a même un appareil, des appareils qui sont prévus pour ça. On tire-les le matin. Oui, on les tire, on les met dans les biberons, et on les conserve, on va réchauffer pour que l'enfant puisse également le faire. Vous avez parlé de problèmes d'esthétique. Moi, je dis, c'est pour blaguer un peu. Entre les enfants et les hommes, quels sont ceux qui sucent le plus les laits de l'homme, les seins des femmes? On va faire un vox pop pour avoir toutes ces informations. Et, nous allons évoluer dans cette émission parce que le scandale est en cours et chaque pays prend des mesures palliatives pour se protéger contre les laits contaminés. On a parlé de la salmonelle qui perturbe l'organisme du bébé. Nous allons parler politique. Revenons en politique puisqu'on en parlait tout à l'heure. Oui. La convention élective du Social Democratic Front, c'est en février prochain, 22 au 24. Il faut signaler que le candidat du Nord-Ouest, c'est John Froundi. Il a été élu la semaine dernière, c'était le week-end, après avoir passé 28 ans à la tête de ce parti. Eh bien, Froundi a été plébiscité par la région du Nord-Ouest pour être élu pendant cette saison de convention élective. On verra s'il remplira pour être à nouveau le président du Social Democratic Front. John Froundi, candidat du Nord-Ouest à la prochaine convention élective du SDF le mois prochain. Il est le porte-flambeau de 17 autres candidats qui vont prendre part à cette convention. Bien qu'absent de la salle, John Froundi a été plébiscité par acclamation par plus de 400 délégués venus des 34 circonscriptions électorales. Le chairman étant l'unique candidat. Pour Froundi et les autres orateurs, cette conférence de Bamenda est déterminante parce qu'elle doit produire des hommes et des femmes capables de sortir le Cameroun de ce qu'il qualifie d'impasse sociopolitique actuelle. Il priorise entre autres l'éducation des jeunes, l'inscription sur les listes électorales et le vote de la liste SDF, ce qui permettra au Parti de la Balance d'implémenter le fédéralisme comme forme de l'État. Le SDF sollicite pour cela la transparence des urnes de l'ECAM. La convention élective de février prochain décidera du futur destin du chairman au sein du Social Democratic Front. Beaucoup attendaient John Froundi out, mais ça a été une surprise pour vous? Non, mais moi je pense que c'est une erreur de communication. Et à la sortie du NEC, on nous a dit, et j'ai même suivi sur le plateau de télévision, des personnalités de ce parti politique dire que John Froundi a montré
qu'on peut laisser la tête. Oui. Il a donné un exemple, il faut que les autres soient suivre. Quelque temps après, on nous apprend que lors d'une réunion d'une convention du Nord-Ouest à laquelle il a assisté, ça veut dire qu'il a donné son accord, il est candidat, ça veut dire qu'il ne veut pas partir. Il est quand même difficile de nous tenir un langage en disant bien Moscou, en disant qu'il est bien fait passer beaucoup de temps au pouvoir, et qu'on soit incapable de pouvoir soi-même laisser la place aux plus jeunes. Je crois qu'il faut être conséquent. Que ces Frandi Fandas qui sont dans les partis UNDP, SDF, UDC et les autres, qui nous montrent l'exemple en disant nous voulons que les jeunes arrivent, nous laissons nos places aux jeunes, nous restons peut-être présidents d'honneur, personne morale, personnalité morale en fait de la structure, au lieu de continuer à dire que le bien doit partir alors qu'eux-mêmes ils ne pensent pas partir. Ça sonne faux. Alors, ça sonne faux. Il faut dire que le pouvoir, ça rend beau et le tapis rouge est bon pour tout le monde. Nous allons parler économie dans cette émission. Le port de Kribi, le consortium KPMO Necotrans a été annulé par le Premier ministre à travers un communiqué. Jean-Christian Akam et Stéphane Binard sont allés à la rencontre des personnes qui œuvraient au sein de ce consortium, notamment KPMO, pour avoir leur avis après la dissolution de ce contrat de partenariat au port autonome de Kribi. Depuis l'accostage, le 22 juin 2017, du premier bâtiment de la compagnie d'Amigo, le port de Kribi n'est pas débordant d'activité et le syndicat national des transporteurs et ACONI du Cameroun s'en inquiète. Vous avez tous suivi le décret, la décision du Premier ministre, et vous avez aussi suivi la circulaire du ministre de l'économie et de la planification qui annulait notre participation, c'est-à-dire Necotrans KPMO. Je crois que c'est avec raison. Profitant de l'échec de certains contrats de concession antérieurs, des Camerounais plaident pour la prise en main du passage des marchandises à ce port. Nous avons des partenaires ici au Cameroun que l'État connaît. La SNI, c'est pour accompagner ces gens de structures. Le chantier naval le fait souvent. Il y a une nouvelle banque, petite et moyenne entreprise. Si on avait ces partenaires comme à l'époque, Kribi démarrait depuis. Aux dernières nouvelles, des tractations seraient en cours pour trouver de nouveaux partenaires. Nous avons une mentalité. On ne fait pas confiance aux Camerounais nous-mêmes, on ne se fait pas confiance. On quitte pas aller chercher l'expertise ailleurs. Nous devons gérer le port de Kribi et rendre compte à l'État et rendre compte au Cameroun. C'est depuis l'an 2000 que le Cameroun veut dynamiser la compétitivité de son économie et promouvoir le commerce international à travers cet investissement que constitue le port autonome de Kribi. Alors, c'est l'opportunité pour les Camerounais de prendre les taureaux par les cornes et prouver ce dont ils sont capables de faire, parce qu'on le voit déjà quand même au port de Douala. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il faut que le temps qu'on donne de plus en plus aux Camerounais la possibilité d'apporter les preuves, de montrer les preuves. Nous faisons les mêmes écoles que ceux que nous appelons par ici pour devenir des coopérants. Nous avons, à l'école, ils ne sont pas meilleurs que nous. Vous le savez très bien, que ce soit ici ou à l'étranger. Mais on est toujours surpris que lorsque c'est nous-mêmes qui devons faire des choses pour notre pays, que ça soit compliqué. J'ai l'impression qu'on ne fait pas confiance. C'est-à-dire que, autant au niveau du barreau, par exemple, on vous cherchera des avocats qui sont de l'extérieur. Au niveau de BTP, on cherchera. Je ne prétends pas que nous avons dans tous les domaines les mêmes compétences. Ce n'est pas toujours vrai, parce que le contexte, l'environnement peut jouer un rôle dans un médecin qui est formé au Cameroun. Nécessairement un petit dans la pratique, ou bien ceux qui ont été formés étrangers qui veulent pratiquer au Cameroun. Parce qu'il n'y a pas tout un plateau technique
adéquat, peut avoir des difficultés, de la même manière que l'ingénieur des travaux publics, etc. Il y a peut-être les raisons souterraines que la masse populaire ne maîtrise pas forcément. Ça reste une question à trancher par le politique. Nous allons évoluer en sport. George Weah est officiellement le nouveau président du Libéria. Il a prêté serment au stade Samuel Doe et parmi les milliers d'invités à cette investiture figurait le Camerounais Samuel Eto'o-Fils et les jumeaux Epé-Koum. Reportage. L'investiture du 22 janvier 2018 de George Weah comme président du Libéria semble être une logique politique qu'observent de près certains acteurs de la vie publique camerounaise. Oui, le phénomène George Weah est un phénomène typique anglo-saxon. Vous savez, les anglo-saxons ont une pensée du leadership. En fait, sont les maîtres du leadership dans le monde. Ils ont appris qu'on peut partir de rien pour réaliser tout ce qu'on veut réaliser tant qu'on vit. Ainsi, le phénomène George Weah, semblable au phénomène Macron en France, se meut alors dans un système électoral adéquat. Les élections à 2 tours donnent l'opportunité aux politiciens de défendre leurs projets politiques et le peuple a de quoi manifester sa souveraineté, le choix véritable, à partir d'un projet et non des personnalités. Parce que le peuple aspire au bien-être. Et à partir de là, plusieurs personnes vont à la course au premier tour. Le peuple sélectionne 2 premiers. Et les 2 premiers, maintenant, organisent des alliances typiquement idéologiques dans la façon d'apporter le bien-être au peuple. Et le juge, qui est le peuple, fait encore le choix au 2e tour. Le Libéria vient ainsi de connaître une nouvelle page dans sa vie politique bâtie par sa population elle-même. Le peuple s'est rallié au mouvement politique, s'est engagé et a apporté sa contribution pour la paix. Parce que l'objectif, c'est une révolution pacifique. Et c'est ça. Quand il y a un changement radical et pacifique, c'est le peuple qui sort gagnant. Cette allure politique, toujours presque observée en Afrique de l'Ouest, traîne-t-elle volontairement le pas en Afrique centrale? J'ai passé beaucoup d'années de ma vie dans des stades, mais le sentiment que j'éprouve aujourd'hui est incomparable, dixit George Weah, Monsieur le Président. C'est la première fois dans l'histoire du football qu'un footballeur occupe la cime d'un État. Oui, mais il ne faut pas seulement voir football. Les footballeurs, comme les musiciens, comme les acteurs de cinéma, sont ceux qu'on a ou du théâtre, qu'on les appelle les people. Yes. Ce n'est pas le premier. Il faut noter qu'aux États-Unis... Footballeur. Oui, non, j'y vais. Je vais dire qu'il ne faut pas... Aux États-Unis, il y a eu le président Ronald Reagan, qui était un acteur de cinéma de catégorie B. Il y a eu, tout récemment, au Cameroun, d'ailleurs, le footballeur Abega, qui a été maire. Justement. Et récemment, à Haïti, il y a un musicien, Mateli, qui vient d'être président, le président l'immédiat passe président de Haïti, c'est un musicien. Donc je veux dire qu'en fait, il y a, vous n'oubliez pas non plus Arnold Schwarzenegger, qui a été gouverneur, je crois, de Californie aux États-Unis. Ça veut dire qu'en fait, le people également s'est investi. Et dans le cas de Weah, il faut noter qu'il a quand même passé beaucoup de temps. C'est la 3e fois qu'il se présente. La première fois, depuis 2005. Voilà, il a été battu. La 2e fois, il était vice-président, il était candidat comme vice-président. Cette fois-ci, sénateur. Il est sénateur, il a pu réussir et il est rentré à l'école pour être formé. La seule chose que je voudrais quand même dire qu'on dit, c'est que depuis que le Libéria existe en tant qu'État, je crois, depuis 1841, jour 1840. 1847, c'est le premier État indépendant de l'Afrique. Voilà. Et c'est la 2e fois qu'un natif, c'est-à-dire un autochtone, devient président. La première fois, c'était en 80, avec l'arrivée de Samuel Kayon-Doe, qui était le tout premier président qui était natif. C'est-à-dire que, parce qu'il y a le Niger, le Libéria, c'est un pays dans lequel on trouve les personnes qui sont venues des esclaves affranchis, dans des États-Unis et d'autres pays. C'est eux qui ont toujours gouverné le pays. Et jusqu'au moment où Samuel Doe fait le coup d'État au président William Tolbert, lui-même qui remplaçait William Tubman, et qui devient le président. Donc Samuel Doe, je veux dire, Weah, le président actuel,
est donc le deuxième président noir autochtone démocratiquement élu. Démocratiquement élu à devenir président. Depuis 1944, il faut le dire. De Libéria. Là-dessus, nous allons mettre un terme à cet autre rendez-vous de la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. Nous avons été très ravis de vous avoir sur notre plateau, Maître Joseph-Claude Biliga. Merci et on va dire bon vent pour la suite de votre carrière et d'homme politique. Merci beaucoup. À dimanche prochain, si plaît à Dieu, nous serons à nouveau des vôtres avec le même enthousiasme. Bon après-midi et restez des nôtres sur Canal 2 International naturellement.